Bonjour, je m'appelle Mika Guerrier et vous écoutez Décrocher la Une. Dans un tout nouveau rapport synthèse, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, prévient que la fenêtre qui nous permettrait de contenir le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius se referme rapidement. Les engagements actuels à l'échelle mondiale risquent plutôt de mener vers une hausse qui pourrait atteindre 3,2 degrés Celsius au cours des prochaines décennies. Le journaliste en environnement Alexandre Shields nous explique les points phares de ce rapport. Salut Alexandre. Salut Mika. Alexandre, le GIEC, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat et il a diffusé lundi son 6e rapport. C'est le 6e depuis la création du groupe en 1988. Avant de plonger dans le contenu, j'aimerais que tu nous expliques pourquoi il est si important. En fait, le rapport du GIEC, c'est un peu la quintessence de ce qu'on sait de la science climatique au moment où ce rapport-là est publié. C'est la somme de plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de pages d'études scientifiques d'un peu partout dans le monde, de différentes régions, des commentaires de scientifiques de 195 pays qui sont membres du GIEC. C'est un rapport qui fait les constats de où on en est par rapport aux trajectoires de réchauffement climatique, qui est imputable, disons-le, et rappelons-le, à l'activité humaine. On parle aussi des conséquences auxquelles on fera face dans les prochaines années, dans les prochaines décennies, si on n'agit pas concrètement contre la crise climatique. Mais on parle aussi, et c'est important quand même de le rappeler, des pistes de solutions, finalement, des façons dont on peut s'attaquer assez rapidement, parce que l'urgence, elle est là, à la crise climatique. Il y a ce rapport-là qui a été publié, mais avant la publication du rapport, il y a des négociations. On peut se demander si c'est de la science, qu'est-ce qu'on négocie au juste? En fait, il faut savoir que donc il y a 195 pays qui sont membres du GIEC. Chacun de ces pays-là arrive avec ses représentants à la table lorsque vient le temps d'adopter ligne par ligne ce rapport-là. Donc, le résumé à l'intention des décideurs, qui est un résumé de quelques dizaines de pages du rapport du GIEC, qui doit être approuvé. Et cette année, par exemple, on a vu des pays comme l'Arabie saoudite qui tiquaient sur certains éléments de langage, si on peut dire ça comme ça, qui sont dans le rapport du GIEC, notamment sur la question de la place qu'on donne aux énergies fossiles. Donc, l'Arabie saoudite a fait notamment pression pour que la question de la capture et du stockage des émissions de carbone des énergies fossiles fasse partie des solutions pour maintenir l'utilisation du pétrole, du charbon et du gaz naturel. Donc, dans le rapport du GIEC, c'est inscrit ces éléments-là et ça fait partie des éléments de négociation parce qu'il faut savoir aussi que les pays en développement arrivent eux aussi avec des éléments de langage. On veut vraiment faire de la pression pour maintenir le 1,5 degré de réchauffement au maximum dans le langage du rapport du GIEC. Donc, tout un chacun arrive en quelque sorte avec son agenda et donc ça fait partie de la négociation. Corrige-moi si je me trompe, Alexandre, mais il me semble qu'il y a eu un rapport du GIEC en 2022, puis si je me trompe pas, c'est vers même la fin de l'année. En quoi le rapport qui a été publié hier est différent? Ce rapport-là, c'est le 6e rapport synthèse. Donc, on fait la synthèse de toute la science climatique en se basant sur les précédents rapports qui ont été publiés depuis la signature de l'accord de Paris en 2015. Donc, ce rapport-là est le premier rapport synthèse depuis l'accord de Paris. Donc, on fait en quelque sorte le portrait du chemin qui a été parcouru depuis grosso modo 8 ans. Et ce rapport-là servira donc d'assise scientifique pour les négociations climatiques à venir, et notamment lors de la prochaine conférence climatique des Nations unies qui aura lieu plus tard cette année, la COP28 qui aura lieu aux Émirats arabes unis. Je sais que ça peut être compliqué de résumer des années de recherche scientifique en quelques minutes, mais grosso modo, là, c'est quoi les principaux constats de ce rapport? Le premier constat sur lequel il faut insister, tout simplement, c'est que l'humanité, la communauté internationale, est beaucoup trop lente à agir pour lutter contre la crise
climatique. Je peux te rappeler quelques chiffres d'ailleurs, Maker, à ce sujet-là, qui sont dans le rapport du GIEC. Les émissions mondiales de gaz à effet de serre, elles n'ont pas diminué au cours des dernières années. Bien au contraire, elles ont augmenté de 50 % au cours des 30 dernières années. Wow. Et plus de 40 % de toutes les émissions de gaz à effet de serre historiques émises depuis l'ère industrielle, grosso modo 2400 milliards de tonnes de GES, donc de gaz à effet de serre, c'est énorme, elles ont été émises au cours des 3 dernières décennies. Le résultat de ça, c'est que la concentration de CO2 dans l'atmosphère, elle bat des records année après année et le réchauffement climatique risque même d'atteindre, selon le GIEC toujours, 1,5 degré, donc la limite à ne pas dépasser d'ici la prochaine décennie. On parle de 2030, 2035 tout au plus. Et ça, bien sûr, c'est dû à notre dépendance aux énergies fossiles, au pétrole, au gaz naturel et au charbon. Et actuellement, donc, les chiffres, effectivement, ne sont pas très positifs puisque le réchauffement va allègrement dépasser les 1,5 degrés au cours des prochaines années. Et les scientifiques nous disent très clairement que pour éviter de se rendre là, il faudrait réduire, à partir de maintenant, à partir de demain matin, les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 50 % d'ici 2030 pour espérer donc limiter le réchauffement à 1,5 degré Celsius. Et si on n'effectue pas ces changements, qu'est-ce qui pourrait arriver selon le GIEC? C'est quoi les conséquences? La liste des conséquences, elle est très longue. Hein? On ne fera pas l'énumération complète ici, mais quand même, pour se donner une idée du portrait qui nous attend, de ce monde méconnaissable que le GIEC a déjà évoqué dans un précédent rapport, on parle d'une hausse importante des vagues de chaleur qui seront évidemment meurtrières. Hein? Il y a des gens qui peuvent être vulnérables, notamment les personnes âgées, aux vagues de chaleur dans les milieux urbains. Oui, puis on l'a vu l'année passée, entre autres en Europe, là, ça a été catastrophique. Là. Ça a frappé très fort. Même ici, à Montréal, il y a quelques années de ça, il y a eu une vague de chaleur qui a tué un peu plus qu'une centaine de personnes en quelques jours à peine. Donc, on peut imaginer une multiplication de ces phénomènes-là, à quel point ce serait grave. On parle bien sûr de la fonte des glaciers qui entraînerait une hausse du niveau des océans, ce qui est aussi grave puisqu'il y a des millions, voire plutôt des centaines de millions de personnes qui vivent le long des côtes. Hein? Il y a même des communautés insulaires qui seraient carrément menacées. On parle également de l'acidification des océans, donc une menace sur la biodiversité de ces milieux-là qui sont extrêmement importants pour l'alimentation. On parle de dizaines, voire de centaines de millions de réfugiés climatiques à terme. Encore là, phénomène difficile à prévoir dans son ampleur, mais quand même qui serait aussi assez gravissime. Et en bout de ligne, on pourrait se retrouver aussi à activer ce qu'on appelle la bombe climatique ultime, si on veut, donc la fonte du pergélisol qui contient, donc dans les régions nordiques de la planète, énormément de méthane. Le méthane qui est un gaz à effet de serre beaucoup plus puissant que le CO2, donc qui pourrait éventuellement même accélérer le phénomène du réchauffement climatique. Donc, le réchauffement provoquerait un réchauffement encore plus accéléré. Là. Exactement. C'est ce qu'on appelle une boucle de rétroaction positive en sciences climatiques, hein, c'est-à-dire qu'un phénomène de réchauffement entraîne un autre phénomène qui accélère le réchauffement au-delà de ce qu'on avait prévu. Tu parlais d'un premier constat dans le rapport du GIEC. Il y a un deuxième constat sur l'adaptation qu'on devra faire également. La question de l'adaptation à la nouvelle réalité climatique qui nous touche déjà, hein, d'ailleurs avec un réchauffement actuellement qui atteint tout près de 1,2 degrés Celsius, cette question-là elle devient prioritaire. Le GIEC en parle largement dans son rapport en disant surtout qu'on prend du retard. Hein, et comme on se dirige actuellement avec les engagements des États vers un réchauffement de plus de 3 degrés Celsius à terme, il faudra s'adapter à ce climat-là, il faudra s'y préparer, ne serait-ce que par exemple au Québec, la question des vagues de chaleur, il faudra se préparer à y faire face. Le système de santé, par exemple, devra s'adapter à cette nouvelle réalité-là. Mais une autre réalité à laquelle on devra faire face ici au Québec et qui va toucher énormément de régions du monde, c'est la question de l'érosion côtière. Hein. Au Québec, on le sait, il y a des tronçons de route dans l'est du Québec qui vont être particulièrement touchés. Nos amis des îles de la Madeleine risquent d'être particulièrement touchés par cette question-là d'érosion côtière. Ils sont déjà touchés par le problème. Ouais, je peux te parler de la 132 en Gaspésie, qui est vraiment sur le bord de la baie des Chaleurs, en fait. Là. Même l'hiver, des fois, on est obligé de fermer les routes à cause de la glace, la neige sur ces routes-là. Donc, les changements climatiques vont accélérer ces problèmes-là. Oui, tout à fait. Il y a même le ministère des Transports du Québec qui a déjà identifié des dizaines de tronçons de route le long de la 132, le long de la 138 aussi sur la Côte-Nord qui sont vulnérables à l'érosion côtière. Je l'ai déjà constaté à Rivière-Saint-Jean qui est sur la Côte-Nord où là, l'érosion peut atteindre 2, 3, voire 4 mètres par année dans certains secteurs. Donc, c'est déjà énorme. C'est énorme, mais ça va vite. Ça va extrêmement vite.
Et il faudra s'y adapter, il faudra s'y préparer. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres d'adaptation. Et c'est pour ça que le GIEC en parle dans son rapport en disant qu'il faut accélérer ces politiques-là, ces fonds-là qui vont nous permettre d'aller de l'avant avec des politiques qui vont nous permettre de nous préparer à ce climat-là qui va changer inévitablement. On fait quoi au Québec pour faire face aux problèmes? Le gouvernement du Québec s'est doté d'un plan pour une économie verte, le PEV, qui est le plan d'action contre la crise climatique du gouvernement Legault. Et dans ce plan-là, c'est 5 grosso modo, des fonds qui sont alloués à l'adaptation au sens large. Donc, on parle des routes, on parle d'adaptation au milieu urbain, on parle de différentes politiques et il faudra probablement en faire plus. D'ailleurs, j'ai déjà eu l'occasion de poser la question au ministre de l'Environnement, Benoît Charette, et il m'avait dit lui-même que l'adaptation risque de coûter très cher au Québec au cours des prochaines années. Donc, il faudra surveiller s'il y aura des fonds supplémentaires qui seront mis de l'avant dans le prochain budget qui est présenté aujourd'hui même par le gouvernement du Québec et qui sera finalement peut-être aussi une pierre d'assise importante pour la question de l'adaptation dans les prochaines années. Décrocher la une revient après ceci. Au début de notre conversation, Alexandre, tu disais que le rapport du GIEC contenait aussi des solutions. C'est souvent le cas dans ces rapports-là. Est-ce que ces solutions sont réalistes et à portée de main? Le beau dans tout ça, c'est qu'au-delà des constats de lenteur dans l'action climatique, les solutions, elles sont connues, elles sont très concrètes et elles sont réalistes. Donc, on a un beau bouquet devant nous. La question de la densification des villes, c'est déjà connu pour réduire les besoins en transport. La question de la réduction du gaspillage, notamment le gaspillage alimentaire, c'est encore dans le rapport du GIEC, c'est une solution très bien connue. La diminution de consommation d'énergie fossile, bien sûr, consommation de produits et donc de ressources. Et pourquoi pas aussi réduire la place de l'auto-solo dans notre bouquet de transport. Évidemment, ce sont des solutions qu'on connaît. Dans certains cas, on commence d'ailleurs à mettre en œuvre. Et ce qu'il faut de la part des gouvernements maintenant, et c'est ce que le GIEC aussi nous dit en filigrane, c'est qu'il faut que les gouvernements mettent davantage de moyens, des incitatifs. Par exemple, pourquoi pas avoir des incitatifs fiscaux pour aider les gens à utiliser le transport collectif, le transport actif. Pourquoi ne pas désinvestir des énergies fossiles? Donc, ça libérerait des fonds pour investir dans autre chose aussi. Pourquoi ne pas investir aussi davantage dans le transport en commun pour le rendre plus convivial? On parle beaucoup du fameux TGV entre Québec et Montréal. C'est peut-être un projet d'avenir aussi dans cette question-là de financement du transport collectif. La réglementation aussi sur le discours publicitaire qui stimule, par exemple, dans le cas du transport, l'achat de véhicules plus énergivores, dont les fameux VUS. Donc, clairement, les solutions sont là. Ce que ça prend à partir de maintenant, c'est de la volonté politique, bien sûr, et du financement. Bien, Alexandre, c'est drôle et ça tombe bien que tu parles d'argent parce que j'allais te lancer sur la question. Ça prend de l'argent pour lutter contre les changements climatiques, mais est-ce que l'argent va à la bonne place? Bien, le rapport du GIEC est assez clair lorsqu'on parle du manque d'investissement dans le développement des énergies renouvelables, le solaire ou l'éolien, par exemple, dont les coûts, pourtant, ont nettement baissé au cours des dernières années. Donc, on n'investit pas suffisamment dans ces ressources énergétiques-là. On n'investit pas suffisamment non plus en adaptation. On en a parlé déjà dans le cas du Québec. Là, il faudra en faire beaucoup plus. Mais l'argent, il existe, il est là. Pour la seule année 2022, l'Agence internationale de l'énergie évalue que les subventions et le soutien public et privé aux énergies fossiles dans le monde dépassaient les 1 000 milliards de dollars. Donc, il y a toujours beaucoup d'argent qui est consacré aux énergies fossiles, beaucoup plus d'ailleurs que dans le développement des politiques concrètes et très solides de lutte contre la crise climatique. Et il faudra en faire beaucoup plus. Dans ces cas-là, ça veut dire détourner des fonds, de prendre des fonds qui vont aux énergies fossiles pour investir dans le développement d'énergies renouvelables, investir dans l'adaptation et surtout soutenir, par exemple, les pays en développement qui, eux, ont le moins contribué à la crise climatique, mais qui en subissent clairement les effets. Ça a été mentionné très clairement, d'ailleurs, dans le rapport qui a été publié lundi. Ils ont donc des moyens insuffisants, on peut dire ça comme ça, pour faire face à la crise climatique. Donc, il faut les soutenir davantage et il faut aussi les aider, bien sûr, à faire la transition énergétique. Tu parlais tout à l'heure de volonté politique, en plus de l'argent. Comment le rapport a été reçu par les membres de la classe politique chez nous, pour commencer?
Dans le cas du gouvernement du Canada, ce qu'on a dit, c'est que le rapport du GIEC est bien sûr un constat scientifique très clair qui va dans le sens de ce qu'on veut faire au Canada, c'est-à-dire de lutter plus concrètement contre la crise climatique. Ceci dit, bien sûr, les groupes environnementaux n'ont pas manqué de rappeler qu'au Canada, on investit quand même encore pas mal d'argent dans le développement des énergies fossiles et qu'on approuve encore des nouveaux projets d'exploitation d'énergie fossile. Donc, certains y voient une certaine incohérence, si on veut, en matière climatique de la part du gouvernement fédéral. Il faudra voir, bien sûr, comment ce sera mis en œuvre. Il y a un budget fédéral qui s'en vient aussi dans les prochaines semaines. Donc, est-ce qu'il y aura des mesures plus concrètes de lutte contre la crise climatique pour orienter, finalement, les politiques canadiennes vers l'atteinte des cibles qu'on s'est fixées pour 2030, c'est-à-dire réduire substantiellement, on peut le dire, par rapport à aujourd'hui, nos émissions de gaz à effet de serre. Et ailleurs dans le monde, ça a été quoi les réactions? La principale réaction, elle est venue du secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, qui a qualifié le rapport du GIEC de guide de survie pour l'humanité dans son langage imagé qu'on lui connaît de plus en plus. Il a d'ailleurs dit que l'humanité marche sur une glace qui est de plus en plus mince, en parlant de cet objectif-là de limiter le réchauffement à 1,5 degré Celsius, qui sera de plus en plus difficile à atteindre, bien sûr. Et donc, selon Antonio Guterres, il faut absolument, dès aujourd'hui, bien sûr, réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et ça passe par quoi? Mettre un terme à tous les nouveaux projets d'exploitation d'énergie fossile, quels qu'ils soient dans le monde. C'est d'ailleurs un constat de l'Agence internationale de l'énergie également. Et dans le cas des groupes environnementaux, bien sûr, ce qu'on dit, c'est qu'il y a un sentiment d'urgence renouvelé avec ce rapport-là. Et d'ailleurs, la militante écologiste suédoise Greta Thunberg, elle a parlé de la trahison des États, toujours avec un langage très fort qu'on lui connaît également. Donc, en parlant de l'inaction, de la lenteur, de la trop grande lenteur des États à agir par rapport à la crise climatique. Donc, Greta Thunberg qui appelle, bien sûr, la jeunesse à se mobiliser encore davantage pour lutter plus efficacement contre la crise. Alexandre, avec tout ce que tu nous as dit depuis le début, disons que c'est un peu anxiogène. Les gens qui sont déjà éco-anxieux, ça en rajoute. Moi, je t'avoue que ça me rend un peu pessimiste par rapport au changement climatique. Est-ce qu'il y a de l'espoir? À quoi on peut s'accrocher? On peut comprendre, bien sûr, que les gens puissent être découragés, mais que ça fait plus d'une dizaine d'années que je couvre les enjeux climatiques pour le Devoir. Et d'un constat scientifique à l'autre, ce qu'on constate, c'est que la crise climatique, elle s'aggrave et qu'on n'en fait toujours pas assez, malgré l'ampleur de ce qui nous attend. Mais la bonne nouvelle ou les bonnes nouvelles là-dedans, c'est qu'on a les moyens financiers d'agir, on a la technologie qui est disponible, on a la science climatique qui est extrêmement solide. Les scientifiques, d'ailleurs, qui potassent les chiffres, là, sont très clairs sur les constats, les objectifs, ce qu'il faut faire. Donc, vraiment, on a un portrait très clair de la situation et on peut aller de l'avant, mais ça prend de la volonté politique, de la volonté aussi économique pour changer les choses. Il faut aussi, bien sûr, penser à accompagner les gens parce que c'est une transition qui sera très difficile à faire par rapport notamment au mode de vie actuel qu'on a dans les pays développés. Et il faut garder en tête que donc c'est toujours possible de lutter plus efficacement contre la crise climatique, mais que le temps joue contre nous. Et d'ailleurs, le rapport du GIEC l'a dit très clairement, les actions qui vont être prises au cours de la présente décennie, donc d'ici 2030, vont influencer le climat planétaire pour les prochains siècles, pour les prochains millénaires. Donc, il faut agir de façon extrêmement décisive dans les prochaines années, mais c'est toujours possible de le faire. Merci, Alexandre, pour ce portrait, ce résumé très lucide du plus récent rapport du GIEC. Mais merci aussi de nous avoir donné les pistes de solutions et l'espoir que ce rapport nous amène. Avec plaisir, Maker. C'est ce qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à Décrocher la Une sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi nous joindre via l'adresse courriel balado@ledevoir.com. Je m'appelle Mickey Guerrier. Ce balado est réalisé par Xavier Cronstrom-Richard. À la recherche, Marie-Ève Brassard. Notre thème musical est signé par Alexis Lina. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On se retrouve demain.